Nicole Nieto, 23 ans, a deux grands amours, sa famille et l'État de Washington où elle vit. Elle adorait la nature. Elle adorait nager, les lacs, les rivières. Elle ramassait les araignées pour les montrer aux enfants. C'était vraiment sa passion. Elle était très joyeuse. Elle allait toujours vers les autres. Elle était pleine de vie. Evan? 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 Son fils de 2 ans, Evan, Evan? mais depuis qu'elle a divorcé de son père, Yann, 2 ans plus tôt, elle n'en a la garde que la moitié de la semaine. Quand Nicole a eu Evan, ça a tout changé. Elle était focalisée sur lui, elle l'adorait. Elle ne pensait plus qu'à sa famille. Tu vois? C'est mieux. Elle adorait être maman. C'est bien. Lorsqu'Evan est avec son père, Nicole en profite parfois pour aller sur des sites de rencontres. J'adore les activités de plein air, respirer l'air pur et être en communion avec la nature. Elle est contactée un jour par Brandon White, un homme plus âgé au sourire ravageur. Un solide gaillard qui aime la nature. J'aime beaucoup ton sourire, Brandon. Brandon est tout à fait son type d'homme. Et très vite, lui et Nicole commencent à se voir régulièrement. C'est lourd. C'est ta première fois? Oui. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous emmenait pêcher. Il nous a appris à découper le poisson. Il nous a appris à tirer au fusil et à faire tout un tas de choses que la plupart des femmes ne savent pas faire toutes seules en général. Pas mal. C'est ta première fois. Tu vas t'entraîner. Mais certaines personnes trouvent cette romance étonnante. Elle était toute joyeuse et pétillante et lui non. Donc je me demandais ce que ça allait donner. Mais je suppose que les opposés s'attirent. Dans leur cas. « 18 mois plus tard, le couple se marie. Les amis et la famille de Nicole accueillent Brandon à bras ouverts. C'est un des plus beaux jours dont je me souvienne. Un très beau mariage. L'endroit était magnifique. On s'est bien amusé. Il avait l'air d'un homme bien. C'était ce qu'il lui fallait. Quelqu'un de bien. Je t'appelle dès que j'arrive, d'accord? D'accord. Mais 1 an après son mariage, Nicole doit prendre une décision qui lui brise le cœur lorsque Brandon trouve un emploi en Alaska. Pour emmener Evan, il faudrait l'arracher à son école et à sa vie avec son père. Nicole se résout donc à contre-cœur à le laisser avec Yann à Orting. Je t'appelle bientôt. Je t'aime. C'est la décision la plus difficile qu'elle ait dû prendre. C'était dur. Allons-y. C'était dur pour tout le monde. On était tellement proches. La vie, loin de tout, dans une petite ville d'Alaska, s'avère plus difficile que Nicole ne l'imaginait. Le couple vient d'avoir un bébé, Jeremiah, et Nicole passe la majeure partie de son temps à s'occuper de lui. C'était dur. Son mari passait son temps au travail. Elle était seule avec le bébé. Mais il n'y a pas que la solitude qui lui pèse. Elle commence à avoir des doutes au sujet de Brandon. Elle le soupçonnait de la tromper. Il dépensait de l'argent pour des choses qui n'avaient pas lieu d'être, comme des hôtels, des billets d'avion, ce genre de choses.
Brandon? Ses soupçons ne font que creuser un peu plus le fossé qui s'instaure entre eux. Brandon, Lâche-moi, ok? que je te lâche? Ils en étaient arrivés à un point où ils ne se faisaient plus confiance. Elle pensait que tout ce qu'il disait était un mensonge. J'ai tout sacrifié pour venir ici avec toi. T'étais pas obligé. T'as choisi, t'assumes. J'avais quel choix exactement? Quitter mon mari et mon bébé? Ou mon fils aîné? C'est ça le choix que j'avais? Et au fait, c'était avant que j'apprenne l'existence de cette femme. Bravo, Superman. Reviens! Nicole! Moins d'un an après son arrivée en Alaska, Nicole retourne dans l'État de Washington et emmène Jeremiah avec elle. Elle s'installe avec sa mère Jill et sa meilleure amie, Carrie, et retrouve son fils aîné, Evan. Nicole et Brandon entament une procédure de divorce, et ce dernier se fiance avec une autre femme. C'est une période difficile pour Nicole. Je savais qu'elle aimait Brandon, mais je ne pense pas qu'elle voulait revenir avec lui, parce qu'elle ne lui faisait plus confiance. Elle décide de tenter de nouveau sa chance sur Internet. Elle était encore en plein divorce. Et je pense qu'elle a fait ça pour se consoler. Je crois qu'elle aimait toujours son mari. Et elle a dû se dire qu'en faisant ça, ça l'aiderait à l'oublier, parce qu'elle savait qu'il ne reviendrait pas. Elle commence à chatter avec un certain Jonathan. Il aime la nature et habite à proximité. Je lui ai dit que ce n'était pas très rassurant, parce qu'elle ne savait pas vraiment à qui elle parlait. Elle n'était pas du tout méfiante. Elle faisait confiance à n'importe qui. Après avoir discuté pendant quelques semaines, ils décident de se rencontrer dans un bar à Spanaway, à 20 km d'Orting. Par mesure de précaution, Nicole emmène Carrie avec elle. Non? Ok. Je suppose que quand on est avec sa meilleure amie, c'est plus facile de se faire une idée sur la personne. Si ça va coller, si ça va pas coller. Je lui envoie un texto. Je vais chercher à boire. Ok. On est resté là longtemps à l'attendre. Elle lui envoyait des textos. Il répondait pas. Donc on s'est dit qu'il viendrait pas. Comment ça va? Bonsoir. John? Nicole. C'était parfait. Pas mal. Tu sais jouer? Tu me diras si c'est bien. Essaye toujours. Jonathan a travaillé pour moi à plusieurs reprises aux Jeepers. Et quand il bossait à la sécurité pour moi, ça se passait très bien. Il n'y a jamais eu de problème. C'était un gars de la campagne. Il aimait la chasse, les 4x4, les armes, ce genre de choses. Les trucs qu'on fait ici. Garde bien l'œil sur cette boule. C'était évident qu'ils étaient en train de flirter. C'était un premier rendez-vous typique. Tiens-toi droite. Ils se taquinaient, se touchaient, s'amusaient bien. Mais Nicole a d'autres préoccupations. La garde de son fils Jeremiah. Allô? Attends. Je crois que Nicole avait peur que Brandon vienne prendre Jeremiah et qu'il ne le ramène jamais. Je veux voir mon fils. Pas question qu'une femme que je ne connais pas s'occupe de mon fils. Jamais. Pas mon garçon. Une mère avec 2 enfants de 2 pères différents. Un juge en penserait quoi? Un juge? Tu parles d'un juge? T'as très bien entendu, je le répéterai pas. Nicole ne vivait que pour ses enfants. Et elle était prête à se défendre bec et ongle pour qu'il ne lui enlève pas Jeremiah.
Nicole White, 28 ans, est en train de divorcer de son mari, Brandon. J'avais quel choix exactement? Ils se disputent la garde de leur fils de 2 ans, Jeremiah, et leur rapport s'envenime. Un juge en penserait quoi? Un juge? Elle était sur le point de divorcer, mais elle ne voulait pas se retrouver seule. Elle ne voulait pas élever ses enfants seule. Elle voulait un mari, une famille. Brandon est désormais fiancé à une autre femme. Pour se changer les idées, Nicole contacte Jonathan, un homme qu'elle vient de rencontrer en ligne. Sa meilleure amie, Carrie, aurait dû l'accompagner, mais elle a un empêchement ce soir-là. Nicole garde néanmoins le contact avec elle tout au long de la soirée. J'y étais presque. Elle m'a envoyé un texto, il devait être 22 ou 23 heures, pour me dire qu'elle s'amusait bien et que je ratais une bonne soirée. Mais lorsque Jonathan voit arriver une fille avec laquelle il est sorti dans le passé, son humeur change. Ils ne sortaient pas vraiment ensemble. Disons que Jonathan aurait aimé être en couple avec elle, mais elle ne voulait pas. Donc, elle est arrivée avec un autre gars, et ça a mis Jonathan de mauvaise humeur. John? À un moment, Nicole s'est retrouvée toute seule, et elle n'était pas contente. Jonathan l'ignorait. Hé, mec! Me touche pas. Tu sais pas qui je suis, ok? Je vais te foutre dehors. Fais pas le malin, compris? Quand il a cassé cette bouteille, je lui ai dit « Qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas faire ça. » Il s'est excusé. On voyait qu'il était gêné. Il m'a demandé pardon. Désolée, je vous sers quelque chose? Bonjour, c'est Nicole. Laissez un message. Salut Nicole! T'es passée où? Tu peux nous rappeler? Les enfants te réclament. Le lendemain, Nicole aurait dû se lever tôt pour passer un peu de temps avec Jeremiah avant de partir travailler. D'accord, d'accord, merci. Appelez-moi si vous avez des nouvelles, s'il vous plaît. Carrie? Il était 5 ou 6 heures du matin. Carrie est entrée dans ma chambre et m'a dit que Nicole n'était pas rentrée de la nuit. Et j'ai dit, c'est bizarre qu'elle ne nous ait pas prévenus. Mélissa? Nicole est avec toi? Tu as des nouvelles? Elle aurait dû rentrer hier soir. Je me suis levée pour répondre au téléphone. Tu as des nouvelles de Nicole? Et j'ai dit non, elle est sortie hier soir. Oui, je suis inquiète. Vraiment. D'accord. Viens dès que tu peux. À midi, Nicole n'est toujours pas rentrée. Je me suis dit qu'elle était au travail et qu'elle ne pouvait pas répondre. Mais à l'heure à laquelle elle était censée finir de travailler, on n'avait toujours pas de nouvelles. J'ai dit à ma mère d'appeler son travail pour vérifier qu'elle était bien là. Et ils ont dit qu'elle n'était pas venue ce jour-là. Elle n'aurait jamais laissé ses enfants et elle n'aurait jamais manqué le travail. C'était pas son genre. Elle avait le sens des priorités et elle savait qu'elle devait s'occuper de ses enfants. D'accord. Mélissa appelle les hôpitaux. Si vous avez du nouveau... avait été admis à son nom. Le soir approchant, et toujours sans nouvelles de Nicole, Jill appelle la police d'Orting. Non, elle ne laisserait jamais ses enfants. Elle ne manquerait pas le travail. Ils m'ont dit, elle est adulte, elle a le droit de ne pas donner de nouvelles. Et j'ai dit non, ça ne lui ressemble pas. Elle m'aurait appelé, m'aurait envoyé un texto. C'était surtout ses enfants. Elle ne les aurait jamais quittés comme ça. Le jour où elle a disparu, je suis allée sur Facebook. J'ai mis des photos d'elle et de sa voiture.
Et j'ai demandé si quelqu'un l'avait vue, parce qu'elle n'était pas rentrée. J'ai décrit les autocollants qu'elle avait sur sa voiture, tout ça, en demandant de me contacter moi, ou Jill, ou sa sœur. Il fallait la retrouver. Carrie sait que Nicole était avec Jonathan au Jeepers la veille. Elle se rend donc sur place avec Melissa. Hey, bon voilà. Vous vous êtes bien amusés hier? Non, c'était ma sœur, Nicole. On nous confond parfois. On est là parce qu'elle n'est pas rentrée hier soir. Et on n'a plus de nouvelles. Et je sais qu'elle était ici avec quelqu'un. John. Jonathan Harrison. Ou Harris. Ou quelque chose comme ça. Oui, il travaille ici comme videur parfois. Vous auriez son numéro de téléphone ou son adresse? Non, pas moi. Mais Matt, le responsable de la sécurité, sans doute. Ok, merci. Je vous en prie. J'allais me coucher et j'ai reçu un texto de la barmaid qui me demandait si je me souvenais de la fille qui était au bar la veille. Parce que personne n'avait eu de ses nouvelles depuis. Je lui ai envoyé le numéro et l'adresse de Jonathan. La famille de Nicole appelle Jonathan, mais il ne répond pas. Jill se rend alors à son domicile. Ma mère est allée là-bas. Je lui ai dit de ne pas aller frapper à sa porte, parce qu'il faisait nuit et qu'on ne savait pas ce qui pourrait se passer. Jill fait le tour des rues environnantes dans l'espoir de repérer la voiture de Nicole. J'ai tourné un peu, à la recherche d'une voiture rouge. Je me disais qu'elle était peut-être tombée en panne. J'ai remonté la rue dans les deux sens au moins 3 fois, mais je n'ai pas vu sa voiture. Le lendemain matin, Jill retourne chez Jonathan et cette fois-ci, elle sort de sa voiture. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, ma fille est sortie avec votre fils hier soir et elle n'est pas rentrée. Nicole White, vous la connaissez? Je connais pas de Nicole. Je lui ai dit d'appeler son fils. Elle m'a dit non, il dort. Et j'ai dit si, vous allez réveiller votre fils et lui dire de venir me voir. Ça n'a rien à voir avec ma mère, ok? Votre fille m'a laissé en plan au milieu de la soirée, c'est tout. Ma fille ne ferait jamais ça. Elle est gentille et attentionnée, elle ne ferait jamais ça. Si elle l'a fait, c'est tout. Rentrez chez vous. Je suis partie à reculons en disant c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolée pour votre fille, mais vous allez quitter ma propriété, remonter dans votre voiture et rentrer chez vous, ok? Je reviendrai. Plus tard, le même jour, à 10 km d'Orting, un couple remarque quelque chose d'étrange. Une voiture stationnée bizarrement au bord de la route. En s'approchant, ils remarquent que la voiture n'a plus de plaque d'immatriculation. Ils préviennent la police, qui identifiera la voiture comme étant celle de Nicole. Ça a été le début de la pire période. La pire période de ma vie. Nicole White, une jeune mère divorcée, a disparu depuis plus de 24 heures. Fais pas le malin. Rentrez chez vous. Lorsque sa voiture est retrouvée abandonnée dans les bois, la police commence à prendre sa disparition au sérieux. L'affaire est confiée au bureau du shérif du comté de Pierce.
J'étais dans mon bureau et le lieutenant est entré et il m'a dit qu'on avait reçu un avis de personne disparue la veille de la police d'Orting et qu'il pensait avoir retrouvé la voiture de la personne au bord de la route et qu'il fallait que j'aille sur place. Allez parler aux témoins. Il n'y avait pas de marque de dérapage entre la route et l'endroit où se trouvait la voiture. Pas de traces dans le gravier. Le véhicule était seulement stationné entre les arbres. J'ai vu une entaille sur un arbre qui correspondait à la hauteur du pare-choc arrière. Donc je suis allé examiner le pare-choc et j'ai vu une marque correspondante. Donc, visiblement, la voiture avait reculé puis avancé de nouveau pour finir coincée entre les arbres. Ma première impression en voyant ça, c'est qu'on avait mis en scène un accident. Quelqu'un avait essayé de faire comme si la voiture était sortie de la route. Le seul objet qu'il retrouve dans la voiture est un étui de téléphone portable. Mais rien qui indique où pourrait se trouver Nicole. Ça a été le début de la pire période. La pire période de ma vie. Ils ont retrouvé la voiture. Mais pas Nicole. Dans un cas de disparition, si on soupçonne un acte malveillant, il n'y a pas de temps à perdre. Si une personne a été kidnappée, il faut la retrouver le plus vite possible. Alors, on a décidé de refaire le chemin pour voir si elle avait essayé de rentrer à pied. Peut-être qu'elle avait été renversée par une voiture et qu'elle avait été projetée dans un fossé. L'inspecteur La Liberté fait appel à l'unité canine. Il y avait deux scénarios possibles. Soit elle avait été kidnappée et était prisonnière, soit elle avait été tuée et abandonnée quelque part. Il y a quelqu'un? Soyez pas si étonnés. Oui, c'est vrai, pardon. Brandon White, l'ex-mari de Nicole, est venu de l'Alaska pour voir son fils. Je l'ai regardé et j'ai vu qu'il avait perdu une dent et qu'il avait une grosse entaille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé au boulot, ok? Ça arrive. Pourquoi? J'ai eu la chair de poule. Je savais qu'il aimait les armes. Je savais qu'il aimait tuer des animaux. Qu'il allait devoir payer une pension alimentaire et qu'il ne pourrait plus voir son fils tous les jours. Qui sait comment il aurait pu réagir? Alors j'ai proposé de faire quelques photos de famille. Jill a une idée derrière la tête. Elle veut faire des photos pour pouvoir montrer la blessure de Brandon à la police. Il avait une blessure au visage. Il était séparé de sa femme, ils ne s'entendaient pas bien. Ils allaient divorcer. Et les membres de la famille sont en tête de la liste des suspects potentiels. Parfait. Souriez. Lorsqu'il voit la photo, l'inspecteur La Liberté envoie des enquêteurs vérifier où se trouvait Brandon le soir de la disparition de Nicole. Quant à lui, il rend visite à Jonathan Harris, l'homme qui était avec elle ce soir-là. Vous pouvez me redire tout ça? Ok. Jonathan répète exactement ce qu'il a raconté à Jill. Nicole l'a raccompagné après leur rendez-vous au Jeepers et ils se sont arrêtés dans un magasin. Quand je suis sorti des toilettes, elle était partie. Elle m'a laissé en plan. Vous avez essayé de l'appeler? Oui, évidemment. Il se tortillait sur son siège. Il faisait des réponses de plus en plus courtes et il rougissait. Et il regardait sa mère pour se rassurer. Et vous avez utilisé votre portable? Oui. Non, je voulais, mais j'avais plus de batterie. Alors je suis allé à la cabine.
D'accord. L'inspecteur a demandé à Madame Harris de ne pas intervenir durant cet entretien. Avec quoi avez-vous payé? J'ai pas de carte de crédit, mais j'avais de la monnaie. Alors j'ai utilisé des pièces pour téléphoner. Vous avez payé combien? Je sais plus, le prix habituel. 25 cents, genre. Je me suis demandé ce qu'elle avait derrière la tête. Si elle commençait à soupçonner également Jonathan, ou si elle voulait m'empêcher de poser d'autres questions. Ok, Jonathan. J'ai une dernière question. Le magasin, c'était lequel? Le magasin. C'est-à-dire? Soyez plus précis. Le magasin à côté de Jeepers. Si vous allez au Jeepers, c'est... Merci, Madame Harris. Il y avait une odeur de détergent autour du pick-up de Jonathan. Vous avez senti? Faites envoyer le pick-up au labo. On verra s'il trouve quelque chose. Il était possible que cette odeur soit due au fait que Jonathan avait nettoyé le véhicule pour faire disparaître des preuves. Nicole a disparu depuis plus de 48 heures. La police fait drainer un bassin près de l'endroit où a été retrouvée sa voiture. On ne trouve aucun indice. Les chiens de l'unité canine continuent de fouiller la zone. Elle nous aurait donné des nouvelles. Sauf si quelqu'un l'avait enfermée quelque part. On la retenait peut-être prisonnière, on l'avait peut-être kidnappée. On a continué de chercher et je n'arrêtais pas de penser qu'elle était peut-être enfermée dans un box de stockage. Je m'imaginais tout un tas de choses. Mais il y a du nouveau. Brandon a quitté la ville. Et il a emmené Jeremiah avec lui. Pourquoi il ne nous aide pas? Pourquoi il prend ses distances? Il est juste venu pour prendre Jeremiah et il est reparti. J'essayais vraiment de ne pas perdre espoir. J'arrêtais pas de me répéter « elle va bien ». J'essayais de chasser toutes les pensées négatives de mon esprit, de peur qu'elle réalise. Les craintes pour la sécurité de Nicole ne font qu'augmenter et l'affaire est confiée à l'inspecteur principal John Delgado et désormais traitée comme un possible homicide. Si c'est une femme adulte, je m'intéresse aux partenaires. Très souvent, c'est lié au petit ami ou au mari. La vidéo de surveillance du Jeepers datant du soir de la disparition de Nicole la montre à l'intérieur du bar avec Jonathan. Donc, on n'a pas la preuve qu'ils sont partis ensemble. Non. Rien. Que dalle. L'inspecteur Delgado a demandé le relevé d'appel de Nicole. Mais il se trouve qu'elle n'avait plus de forfait et que sa ligne était désactivée ce soir-là. Vrai. Donc, après avoir quitté le bar, elle est intraçable. Elle disparaît de la circulation. L'inspecteur Delgado fait vérifier ensuite qu'il y a bien un téléphone public dans le magasin. À notre connaissance, il n'y avait pas de cabine dans ce quartier. On a envoyé un agent pour vérifier. Il n'y en avait pas. Et on a visionné plusieurs heures d'images de vidéosurveillance. Pour ce soir-là, Jonathan et Nicole n'y apparaissent à aucun moment. Le lendemain, l'inspecteur Delgado découvre que le pick-up de Jonathan Harris possède un gadget peu commun. 14 mois plus tôt, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et a dû faire installer un éthylotest anti-démarrage dans son véhicule. À chaque fois que vous prenez le volant, vous devez souffler dans l'appareil. Et il peut vous redemander de souffler à tout moment pendant que vous roulez. Mais l'appareil fait bien plus que cela. On a découvert que ça prenait aussi une photo du conducteur quand il soufflait dans l'éthylotest. Une photo horodatée. Ça allait nous être utile pour notre enquête. Là, c'est devant chez lui. Sur celle-là, il est dans les bois. On ne savait pas où ça avait pu se passer.
Ça pouvait être près de chez lui ou dans un des endroits qu'il fréquentait, d'après ses proches. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On ne savait vraiment pas où elle pouvait être. L'inspecteur Delgado interroge ensuite l'ex-petite amie de Jonathan qui était au bar le soir de la disparition de Nicole. Elle lui raconte qu'un soir, en passant devant une base militaire, Jonathan lui a dit quelque chose qui l'a choqué. En passant devant, il a répété plusieurs fois « Ce serait l'endroit idéal pour cacher un corps ». Je lui ai dit « Vous pouvez m'emmener à l'endroit en question ?» L'inspecteur et la jeune femme se rendent à la base militaire. On s'est arrêté au bord de la route, je suis sorti de la voiture, et à environ 200 mètres dans le bois, j'ai senti une odeur de putréfaction. Je marchais face au vent pour essayer de repérer d'où venait cette odeur très forte. Mais en fait, c'était un chien mort. J'étais dans tous mes états. Tout le monde cherchait Nicole et je commençais à craquer. Où est-elle? Pourquoi je ne l'ai pas accompagnée? Si je l'avais accompagnée, elle serait rentrée chez elle. Oui, bien sûr. C'était le lendemain. Pendant ce temps, l'employeur de Brandon White en Alaska confirme qu'il travaillait au moment de la disparition de Nicole. Merci de votre aide. Il est parti quand? Le lendemain de la disparition. Il avait un alibi. Il était en Alaska au moment de la disparition. Donc, il n'était plus suspect. C'est une bonne nouvelle pour Brandon, mais c'est une piste qui disparaît. On y va! On commençait à se dire que les chances de la retrouver vivante s'amenuisaient de plus en plus. Jonathan Harris est désormais le seul suspect dans cette affaire. Mais la police n'a aucune preuve concrète l'impliquant dans la disparition de Nicole. Mandat de perquisition en main, l'inspecteur Delgado va fouiller son domicile. Mais je dois lui dire quoi? Madame, laissez-nous travailler. Ok, mais j'ai eu mon avocat et il dit que je suis pas obligée de vous répondre. Et mon fils non plus. Je comprends, mais on verra ça plus tard. Allons-y. Le luminol est une substance chimique qui réagit en présence de sang et révèle des traces invisibles à l'œil nu. Une lueur bleue est apparue là où il y avait eu du sang, dans la chambre de Jonathan Harris. Ça a été une vraie révélation de voir la quantité de sang qu'il y avait sur la moquette et qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Rallumé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a autant de sang? Ça doit être le chien. Il rapporte des lapins parfois. Il en a rapporté un l'autre jour et il met du sang partout. Ok. La fouille se poursuit dans le garage qui se trouve derrière la maison. Le chien a reniflé quelque chose. Écartez-le. Ok. On dirait un vêtement. Un pull noir. Il est mouillé. Le pull correspond à celui que portait Jonathan Harris sur les images vidéo du bar le soir de la disparition de Nicole. Le chien a trouvé autre chose? Éloignez-le. Ok. Ah, un débardeur blanc couvert de sang. Mais avant de pouvoir arrêter Jonathan Harris, il faut identifier d'où provient le sang et confirmer qu'il s'agit bien de sang humain. Viens voir. Durant la fouille du garage, on a trouvé des centaines de munitions. C'est des balles réelles? On dirait bien.
Les cartouches ont été fabriquées dans un autre État. C'est un délit fédéral de faire passer des munitions d'un État à un autre. Jonathan, ne dis rien. L'avocat dit que tu dois garder le silence. Maman, je sais. On l'a donc arrêté pour possession illégale de munitions et placé en garde à vue au centre de détention fédéral, en attendant de pouvoir analyser le sang. Mais on n'avait toujours pas trouvé le corps. Et il aimait aller à un endroit au sud du lac Kapausin. Les enquêteurs vérifient les relevés du portable de Jonathan Harris et découvrent qu'il est passé à proximité d'une antenne relais dans la zone mentionnée par Matt Martino. Ils établissent un périmètre de recherche de 8 km autour de ce point. Pour retrouver Nicole, on a travaillé avec les équipes de recherche et sauvetage et l'unité canine spécialisée dans la recherche de cadavres. Pendant 5 jours, des volontaires passent la zone au peigne fin. C'était le jour de la fête des pères. Et je me souviens que j'ai entendu les hélicoptères. Je me suis dit qu'il devait se passer quelque chose. Il y avait des hélicos partout. Un tatouage en forme de cœur permet d'identifier le corps comme étant celui de Nicole White. Même si elle était morte, j'étais tellement soulagée qu'il l'ait enfin retrouvée que je me suis effondrée. Je me disais, mon Dieu, le cauchemar est terminé. Mais c'est un autre cauchemar qui commence. L'autopsie révèle que Nicole a été frappée au visage, au cou et à la poitrine jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Le plus dur, quand ils m'ont expliqué ce qui s'était passé, c'est qu'ils ont dit que vraisemblablement, elle n'était morte qu'à la toute fin. Donc elle a dû endurer toute cette souffrance et sentir ses os se briser. Les analyses du sang retrouvées dans le garage de Jonathan Harris confirment qu'il s'agit bien de celui de Nicole et il est inculpé pour meurtre. La police peut désormais reconstituer le fil des événements après que Nicole a quitté le bar le soir de sa disparition. Elle a essayé de m'envoyer une photo ce soir-là. Mais je ne l'ai pas reçue parce que son forfait était dépassé et qu'elle ne l'avait pas rechargé. Et je n'ai jamais su ce que c'était. Je ne sais pas si la police a trouvé ce que c'était. Mais je n'ai pas réussi à savoir si c'était un appel au secours ou si c'était juste pour me dire qu'elle s'amusait bien, qu'elle était heureuse. Nicole a essayé d'envoyer une photo à son ami Carrie. Mais le message n'est pas passé. Je suis quasiment sûr que c'était une photo de la plaque d'immatriculation ou de l'adresse de Jonathan pour qu'elle sache avec qui elle était s'il lui arrivait quelque chose. Nicole était trop gentille. C'était une fille gentille. Elle a raccompagné cette ordure. Il a probablement essayé d'obtenir quelque chose de Nicole qu'elle n'était pas prête à lui donner. La mère de Jonathan Harris n'était pas chez elle ce soir-là, mais une voisine a déclaré avoir entendu du bruit tard dans la nuit. Elle a entendu des cris et des bruits, et elle a cru que c'était une fête, parce qu'ils avaient déjà fait des fêtes. Ça ne l'a pas inquiétée. Après avoir tué Nicole, Jonathan Harris a conduit sa voiture jusque dans les bois où il a abandonné le corps. Puis il est reparti, a mis en scène l'accident et rentré à pied chez lui. Plus tard, dans la journée,
l'éthylotest installé dans son pick-up l'a prise en photo dans une zone densément boisée. Je pense qu'il est retourné sur les lieux avec son pick-up pour s'assurer que, pendant la journée, on ne pouvait pas voir le corps de Nicole depuis la route. Le 31 octobre 2016, Jonathan Harris est reconnu coupable de meurtre et condamné à 26 ans de réclusion. Six mois après sa mort, j'ai trié ses affaires. Je cherchais des décorations de Noël et j'ai trouvé 86 cadeaux de Noël pour toute la famille. Ses cousins, ses neveux. Nicole était comme ça. C'est elle qui réunissait toute la famille à chaque occasion pour faire la fête. Elle aimait faire la fête pour un oui, pour un non. C'est ce qui me manque le plus. Les deux fils de Nicole vivent aujourd'hui avec leur père. Evan avec Ian, dans l'État de Washington, et Jeremiah avec Brandon, en Alaska. Elle n'avait peur de rien. Elle était courageuse. Elle faisait ce qu'elle voulait. Elle était indépendante et c'est ce que j'admirais chez elle.